Bonjour à tous et bienvenue sur Bouquin d'étoiles. Aujourd'hui, on va se faire un petit update de mes 3 dernières lectures. On va aller successivement voir ce qui se passe un peu dans le Vermont. On va faire un petit crochet en Thaïlande et on va finir au Pérou. Allez, c'est parti. Générique. Et donc, allons voir ce qui se passe dans le Vermont avec Celui qui chuchotait dans les ténèbres de Lovecraft aux éditions Folio. En achetant ce livre, j'ai pas trop fait attention, dans le sens qu'il y a à peu près 2 mois d'ici, j'avais lu Le mythe de Cthulhu, et je me suis dit, bon, on va continuer avec du Lovecraft, et donc Celui qui chuchotait dans les ténèbres. Quand j'ai acheté le livre, il est bien marqué en 4e de page, cette nouvelle est extraite du recueil La couleur tombée du ciel. Et donc, comme je ne l'avais jamais lu, je me suis dit, achetons juste la nouvelle. Par contre, dans le mythe de Cthulhu, que j'avais lu il y a 2 mois, et donc ça j'ai pas trop fait attention, c'était aussi un recueil de nouvelles, dont Celui qui chuchotait dans les ténèbres. Et donc c'est une nouvelle qui fait, je crois, partie ou du recueil La couleur tombe du ciel, ou du recueil Le mythe de Cthulhu. Mais dans les deux, ça me paraît un peu bizarre. Donc, suivant les traductions, suivant les maisons d'édition, je crois que certaines nouvelles se retrouvent un peu partout. Qu'en tient donc? Donc, pour vous faire en 2-3 mots le topo de l'histoire, nous sommes le 3 novembre 1927, donc ça c'est un fait qui est bien réel. Nous sommes sur le continent nord-américain, nord-est américain, donc notamment au Vermont. Et des pluies torrentielles vont s'abattre sur plusieurs États américains, donc notamment je crois aussi au Canada. À un moment donné, il y a des villageois qui sont surpris de voir dans la rivière comme des corps, des créatures un peu bizarres. De fil en aiguille, bon, ça va arriver aux oreilles d'un professeur qui est à l'université de Miskatonic. C'est un professeur qui aime bien tout ce qui est les traditions, les contes et tout ça, et toutes les histoires un peu bizarres. À un moment donné, il va recevoir une lettre d'un certain villageois aussi qui habite le Vermont et qui va lui dire que lui a vu des monstres dans les collines du Vermont. Et ça va un peu le titiller, car c'est une personne qui est, comme on dit, sain de corps et d'esprit. Donc il va recevoir 2-3 lettres, il va lui répondre, et donc va s'en suivre un échange épistolaire entre ces 2 personnes. Au final, ce professeur va se rendre sur les lieux pour voir ce qu'il en est. Donc ça, c'est l'histoire en 2-3 mots. Ce que j'ai eu un peu de mal, bon, ça ne tient qu'à moi, mais c'est que le récit épistolaire, le héros de cette nouvelle, dit que bon, il n'a plus beaucoup de souvenirs par rapport à ces échanges, à ces lettres qu'il a perdues, et donc il va les retranscrire quasi mot à mot. Et donc, quand il y a une lettre qui fait 2 voire 3 pages, on se dit, bon, c'est un peu surjoué, je trouve, bon, mais bon, ça tient qu'à moi. Ce que j'aime bien avec Lovecraft, Celui qui chuchotait dans les ténèbres, c'est que on passe du réel à la fiction dans le roman. Je m'explique, c'est que au départ, donc nous avons eu ces pluies torrentielles qui ont été vraiment bien réelles le 3 novembre donc 1927 sur le continent nord-est américain. Ensuite, le professeur donne cours à l'université de Miskatonic, une université qui n'existe pas, dans une ville, Arkham, qui n'existe pas non plus.
Ensuite, on retourne dans le réel, par contre, avec les rivières. Les rivières qui, eux, leurs noms sont bien vrais, bien réels. Nous avons la rivière, la West River, nous avons aussi la rivière Winooski. Donc tout ça, ce sont des noms bien réels. Je commence aussi à comprendre un peu, en lisant du Lovecraft, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à voir de l'horreur, de l'hémoglobine par litre. C'est tout dans la suggestion. Ça parfois aussi, on est comme un peu, on dit ah oui, on arrive à la fin je suis arrivé à la fin de la nouvelle, je me suis dit ah ok, c'est ça, bon ok, comme si il manquait quelque chose, comme s'il y avait comme si la fin était un peu, je veux dire pas bâclée, mais c'est ça, comme s'il manquait quelque chose. Donc, mais je veux dire, dans certaines parties du roman, la suggestion est bien présente. Donc, le second livre, et là nous allons faire un petit crochet en Thaïlande. Nous avons Respire, le plan est toujours parfait de Maud Ankawa aux éditions Édito. Donc, c'est une autrice qui a fait donc 3 livres. Le premier, Kilomètre Zéro, qui a été un best-seller. Ensuite, ce deuxième ici, Respire, donc le plan est toujours parfait. Et le troisième, c'est Plus jamais sans moi. Donc ici, c'est un feel good. Donc pour faire en gros, en 2 mots, sans spoiler l'histoire de Respire, le plan est toujours parfait. Nous sommes en compagnie de Malo. Malo qui est un trentenaire, qui est, comme on dit, je ne sais pas le terme, un redresseur d'entreprises qui vont mal. Là, il est à Bangkok, et très vite dans le roman, donc c'est pas vraiment du spoilage, c'est dans les premières pages, il entend une conversation qui dit qu'il n'en a plus pour très longtemps à vivre, qu'il a une tumeur au cerveau, inopérable, et donc comme on dit, ça jette un coup de froid. Et nous sommes essentiellement ici pour montrer, sentir, toucher du doigt ce qu'est la vie, la vraie vie, dans le sens que quand les jours sont comptés, quand on apprend qu'on n'en a plus pour très longtemps sur cette terre, ça peut remettre, comme on dit, les pendules à l'heure. On remet l'église au milieu du village, dans le sens que qu'est-ce que la vie au final? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Vers quoi va-t-on? Bon, c'est tout un questionnement, un cheminement, et là, je vais dire, on touche du doigt, on essaye de toucher du doigt, de dire, ben oui, au final, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, surtout quand on sait que le temps est devenu restreint, qu'on n'a plus que quelques mois à vivre. C'est un livre qui est hyper touchant. On a des revirements de situation. C'est pas juste un livre qui est des questions-réponses. Il y a une réelle histoire. Je dirais même qu'il y a plusieurs histoires dans l'histoire. On n'est pas braqué sur une seule histoire. Donc, au final, c'est un livre qui se lit étonnamment bien. Maud Ankawa a une très belle écriture, Maud Ankawa a une très belle plume. Maud Ankawa se lit comme si on mangeait un de ses plats favoris. On pourrait dire aussi que Respire, le plan est toujours parfait, c'est comme si c'était un film qui était écrit pour nous. Un film où il y a dans le casting juste une actrice ou un acteur, nous. Comme c'est un livre qui est là pour conscientiser les gens, on n'est pas là pour s'évader. Ben oui, quelque part on s'évade, on est en Thaïlande,
mais c'est pas un livre qui est là pour nous faire évader du quotidien. C'est un livre qui est plutôt là pour nous faire sentir qu'est-ce que nous faisons de notre quotidien. Aussi avec Maud Ankawa et avec les deux autres livres que j'ai lus d'elle, c'est que à chaque chapitre, ça je l'avais déjà dit je crois, à chaque chapitre, il y a une citation, un dicton, un proverbe qui met l'accent sur ce que va être en fait quelque part ce chapitre. Ce sont en général des citations, des proverbes qui sont de personnes célèbres, un peu tout azimut. J'ai relevé ici quelques proverbes, quelques dictons, quelques citations. Par exemple, nous avons ici quand les éléphants s'amusent, les fourmis meurent. C'est un dicton laotien. Il y a un proverbe, attendez que je le retrouve, il y a un proverbe chinois qui dit ici il reste toujours un peu de parfum sur la main qui donne les roses. Proverbe chinois. Voilà, et donc à chaque chapitre. Moi je dis c'est un livre, bon il faut aimer le feel-good, c'est clair, mais c'est un livre qui donne plein d'idées, c'est un ressourcement. Donc ensuite le troisième livre que j'ai lu, c'était Le Puits de l'Ascension de Brandon Sanderson, le deuxième tome du Fils des Brumes. Là ici, bon, je vais le passer vu que j'ai déjà fait une vidéo dessus qui était un livre, un vlog, et donc je vais vous mettre dans la barre de description. Ensuite, le quatrième et dernier livre pour cette vidéo, donc ça c'est un livre que je viens juste de terminer, c'est Inca, Princesse du Soleil, aux éditions Pocket de Antoine B. Daniel. Ce roman fait partie d'une trilogie qui va raconter en fait l'histoire d'un amour impossible entre une princesse inca et un officier espagnol. Pour tout dire ici dans ce premier roman, la romance, donc cet amour impossible, se voit, je vais dire, se rencontre vraiment à la fin, toute fin du premier tome. Et donc, comme si on faisait juste les présentations. Pour dire en deux mots ce qu'est l'histoire, au début nous avons cette héroïne en fait qui est juste une enfant. Elle s'appelle Anna Maya. Elle est prise par les Incas. Donc elle, au début, ce n'est pas du tout une Inca, mais elle est prise par les guerriers Incas. Et au début aussi de ce roman, nous avons l'empereur Euna Capac, qui est l'empereur Inca, qui se meurt. Et celui-ci doit donner un nom pour sa succession, car il a plusieurs fils. Et malheureusement, il meurt sans donner le nom de son successeur. Mais comment on veut dire, juste avant, il fait appel à cet enfant sur son lit de mort. Il lui dit comme certains secrets par rapport peut-être à cette succession. Et cet enfant qui est comme esclave, qui ne fait pas partie de la civilisation Inca, va devenir, comme on dit, une Kaya Kamakwen, qui est en fait le terme pour dire que ça va être l'épouse de l'empereur Inca défunt. Donc ça va lui donner un autre statut. Et donc au final, nous allons voir l'évolution de cette femme pendant cette invasion des conquistadores.
Donc ici l'histoire en 2 mots. Nous sommes tout à la fois au Pérou et en Espagne. Au Pérou avec la civilisation précolombienne et en Espagne avec les conquistadors. Et tout ça au XVIe siècle. Je crois que l'histoire commence en 1528, si mes souvenirs sont bons. Je vais vous dire ça. Non, nous sommes en la première partie, nous sommes en décembre 1526. Voilà. Donc on va alterner, je vais dire, les chapitres qui se passent au Pérou, chez les Incas, et puis en Espagne, à Tolède, je crois. Donc la première partie du livre nous montre la description de comment est la cour chez les Incas, de comment on vit, je vais dire, en Espagne, au XVIe siècle, à Tolède. En même temps, comme c'est bien, ce sont 2 mondes séparés, on voit en même temps comme une sorte de rapprochement que veut faire l'auteur. Enfin, moi je trouve, je le ressens ainsi, que finalement, bon, ce sont des humains de chaque partie, de chaque côté, et que au final, qu'est-ce qui dirige l'humain? C'est le pouvoir, la puissance. Je veux dire, sans trop spoiler, on voit aussi, je trouve aussi que c'est comme un clin d'œil par rapport à ces deux civilisations bien distinctes, bien différentes, qui vont s'interpénétrer au fur et à mesure du roman. On a 2 personnages, bon là je spoil sans spoiler, parce que bon, ce ne sont pas 2 personnages très, je vais dire, ce sont des personnages secondaires, mais ce sont 2 nains. Un nain du côté du Pérou actuel, et puis un nain du côté de Tolède, un qui est bouffon du roi, et puis l'autre qui est pas bouffon, mais qu'on laisse aller aussi un peu partout. C'est comme une similitude, une différence, une similitude, c'est très particulier. En même temps, comme c'est un roman historique, on a toujours un peu de suspense par rapport à l'action dans le roman, à ces petites actions journalières. On se demande comment ça va se passer, comment ils vont réagir, mais au final, d'un point de vue global, je veux dire, il n'y a aucun suspense. Forcément, on sait ce qu'est devenu cette invasion coloniale. Je crois même que c'est plus qu'une invasion coloniale, je crois qu'on peut parler d'extermination, aussi bien sur le continent sud-américain que nord-américain. Donc au final, il n'y a pas de gros suspense. Donc pour moi, c'est une bonne lecture. J'attendrai forcément d'avoir lu le 2e et puis forcément le 3e pour avoir une idée d'ensemble de cette trilogie. Mais pour l'instant, je vais dire, c'est un livre qui se lit bien, on apprend certaines choses, forcément des deux civilisations, et puis de cette violence qui va crescendo. Après ce 4e livre, Inca, princesse du soleil, donc voilà, ni en 2 mains ma lecture de cette Miou. Je vais vous laisser ici avec cette vidéo. Donc si vous avez aimé, si vous avez certainement lu, je vais dire, un de ces 4 livres, laissez-moi un petit commentaire pour savoir si vous avez aimé ou pas aimé et pourquoi. Et puis si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à donner le petit pouce en l'air, ça fait plaisir, ça fait connaître la petite chaîne Bouquin d'étoiles. Et puis voilà, donc en attendant, je vous souhaite comme d'habitude de très bonnes lectures. Et puis portez-vous bien. À bientôt. Bye.